Donc, mesdames et messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation conjointe à l'ESSEC, je veux dire, à l'ESSEC, à Gérard de Pauvorville, à Alain Martier, c'est-à-dire au quotidien du médecin, et à la CIP. Merci surtout à monsieur de Beaupuy d'avoir accepté cette invitation pour nous parler ce matin de coopération ambulatoire et vieillissement, et surtout des enjeux en matière de modèle de financement pour les temps qui viennent, a priori. Alors, Jean de Beaupuy est aujourd'hui le directeur général de l'offre de soins, je crois que c'est comme ça qu'on dit désormais, ce qui était antérieurement la direction générale de l'hospitalisation et de l'offre de soins. Enfin, il y a eu plusieurs appellations dans cette direction centrale et importante du ministère de la Santé. Vous avez un parcours intéressant, atypique et important dans le milieu de la santé, puisque si vous avez un chromosome en commun avec Gérard de Pauvorville, c'est-à-dire le chromosome X, vous avez par ailleurs occupé un certain nombre de postes, soit en cabinet auprès du ministre de la Santé, soit à la direction générale d'un CHU qui m'est cher, c'est-à-dire celui de Grenoble, et aujourd'hui à ce poste-là. Bonjour à tous, merci aux organisateurs de me donner l'occasion de vous faire cette présentation ce matin. Je vais vous présenter des thèmes de travail qui sont assez modestes, d'une part parce que je suis restant dans les fonctions, et d'autre part parce que nous sommes en réflexion permanente, notamment à l'attente de la définition de la stratégie nationale de santé. La direction générale de l'offre de soins est évidemment pleinement impliquée dans la préparation de cette stratégie nationale de santé auprès du secrétaire général et des ministres. J'ai choisi de vous parler de trois thèmes, alors certains sont bien connus, mais justement, la stratégie nationale de santé est l'occasion de les revisiter. Les trois thèmes que j'ai choisi de vous présenter ce matin sont bien connus, mais la stratégie nationale de santé est aussi l'occasion de les revisiter. Donc je vous parlerai dans l'ordre du développement de l'ambulatoire, de l'impact du vieillissement et des coopérations des professionnels de santé. Alors, l'ambulatoire, d'abord, pour vous rappeler que depuis plusieurs années, il y a un certain nombre d'incitations, soit tarifaires, soit organisationnelles, qui visent à faire rattraper par notre pays le retard, on va dire culturel ou organisationnel, qu'il avait en matière de chirurgie ambulatoire. Cette dynamique est forte depuis 4 ans au moins. La France a rattrapé son retard et c'est un axe structurant de la réorganisation de l'offre de soins qui va dans le sens de la pertinence du parcours. Chaque fois, évidemment, que le patient peut être traité en chirurgie ambulatoire, c'est à tous égards, au point de vue de son attente, de la sécurité et de la qualité des soins, évidemment préférable. Le mouvement de développement des hôpitaux de jour est lui aussi ancien, bien entendu. Il implique toutes les activités de médecine et ou d'exploration. Il est bien ancré, il va se poursuivre, bien entendu. Ça fait partie des réorganisations constantes des établissements de santé de tout type. Et puis, il y a également une forme d'hospitalisation qui n'est pas récente, qui a une quarantaine d'années, mais qui se développe bien dans les 5 dernières années, qui est l'hospitalisation à domicile. Donc, qui là aussi permet de maintenir le patient à domicile tout en lui donnant des soins d'une technicité équivalente à celle qu'il trouverait en établissement de santé. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur l'HAD et sur certaines de ses caractéristiques. Je reviens sur la chirurgie ambulatoire. Alors, chirurgie ambulatoire, vous voyez ici un graphe de comparaison de l'ensemble de la chirurgie. Ce sont tous les séjours chirurgicaux, tous secteurs, tous établissements. Vous reconnaissez en partant du bas l'assistance publique de Paris qui est distinguée des autres CHU, CHR qui sont en vert. Entre les deux, il y a les centres hospitaliers. Au-dessus, en violet, il y a les établissements à but non lucratif. Donc tout ça forme ce qu'on appelle les établissements anciennement sous dotation globale. Et au-dessus, vous avez les cliniques privées, établissements anciennement sous OQN.
Alors, les constats qu'on peut faire sur cette période de 4 ans, 2007-2011, qui sont la dernière année connue, c'est que l'activité de chirurgie progresse. Elle progresse de 7% sur une période de 4 ans, ce qui est non négligeable, avec une très forte transformation dans le sens de la substitution, bien entendu, puisque la chirurgie ambulatoire progresse de 30% et que la chirurgie non ambulatoire baisse de 11%. Consécutivement, et on va le voir par catégorie d'établissement, ce qu'on appelle le taux de chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire évidemment les séjours ambulatoires rapportés à l'ensemble des séjours, progresse de 7 points pour atteindre pratiquement 40% en 2011. C'est une dynamique qui est très forte et que le ministère souhaite encourager par la poursuite de ces incitations tarifaires et organisationnelles en lien avec l'ensemble des partenaires. C'est un thème de gestion des risques mené avec la CNAM, la HAS, l'ANAP travaillent sur ce sujet. Enfin, l'ensemble des institutions autour du ministère poussent par leurs préconisations dans ce même sens. Alors justement, le taux de chirurgie ambulatoire, le voici. Donc on l'a par catégorie d'établissement. Vous voyez qu'il y a une certaine hiérarchie qui est stable entre les catégories d'établissement, bon, qui reflète aussi le fait qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes missions et pas tout à fait la même chirurgie, sans doute. Peut-être que la chirurgie des 18 gestes marqueurs ou des chirurgies les plus lourdes sont inégalement réparties, bien entendu. Donc en haut, on a qui atteint 48% de chirurgie ambulatoire les établissements anciennement sous OQN. La moyenne est à 39,5% en 2011 avec cette progression relativement régulière que vous voyez. En dessous, juste un peu en dessous, on trouve les établissements à but non lucratif, les centres hospitaliers et puis les établissements qui assurent la chirurgie la plus lourde, CHU et assistance publique qui sont à 22% de chirurgie ambulatoire, mais avec une dynamique qui est tout à fait intéressante et encore une fois qui est encouragée. Alors, si on garde en mémoire cette espèce de tropisme des établissements et qu'on le regarde désormais par région, le taux de chirurgie ambulatoire, on voit aussi cette progression dynamique sur 4 ans, avec cette amélioration de 7 points du taux. On voit aussi que la hiérarchie entre régions semble assez stable et que ceci reflète probablement, là aussi, un case mix d'établissements ou de chirurgie qui est différent selon les régions. La part du secteur lucratif ou du secteur public est variable d'une région à une autre. Il peut aussi y avoir des habitudes culturelles. Enfin bref, donc l'ensemble des régions progresse, la moyenne progresse, mais avec des écarts ou des variations qui peuvent aussi intéresser les politiques régionales sous l'égide des ARS, bien entendu. Nous reviendrons sur ce thème de l'ambulatoire. J'évoque l'enjeu du vieillissement maintenant. Alors, le vieillissement est lié aux caractéristiques démographiques de la population française, bien entendu. On a la chance dans notre pays d'avoir une croissance démographique globale qui est d'à peu près 0,6 points par an, avec une pyramide des âges qui produit des effets et va produire des effets sur le long terme en matière d'offres de soins, qui ont été étudiés notamment par la DRES dans une étude assez fondatrice de 2010 et par la TIH, et dont je vais essayer de vous tirer quelques enseignements. Ce que montrent ces études, donc rejoignant beaucoup de réflexions autour de la gérontologie, avec des établissements et des écoles de gérontologie pionnières en la matière, c'est d'une part que la croissance de l'activité de soins jusqu'en 2011 est très fortement corrélée à la classe d'âge 80 ans et plus. C'est un constat statistique. Et que dans l'optique de prévenir l'impact que ce vieillissement aura sur l'offre de soins à 10 ans, 20 ans, comme a pu le faire l'adresse, il y a nécessité d'adapter les prises en charge. Et la réflexion la plus récente, là, qui se traduira dès cette année par les expérimentations dites PAERPA, vise à prévenir le risque de perte d'autonomie et à mieux adapter les prises en charge en établissement. On va y revenir tout de suite. Alors, le constat de la TIH, il apparaît sur les 3 dernières années en distinguant la progression des séjours par classe d'âge, et on voit que c'est effectivement la classe d'âge 80 ans et plus qui est la plus dynamique tant en nombre de séjours qu'en volume économique.
en euros. La classe d'âge 65-79 ans étant pour l'instant avec une faible croissance, mais ceci va évidemment changer dans la mesure où les générations nées en 1946 atteignent l'âge de 65 ans et vont progresser, vont rejoindre en termes de croissance ce qui est pour l'instant lié essentiellement aux classes d'âge 80 ans et plus. Alors, l'étude de l'ATIH, les données que je vous ai montrées à l'instant étaient sur le court séjour, sur le MCO, public ou privé. L'ATIH s'est intéressé également à l'HAD et au SSR. Mais auparavant, j'ai oublié de vous citer un chiffre qui est assez frappant. C'est que les 80 ans et plus représentent 5% de la population française, 13% des séjours MCO, et 22% du volume économique, ce qui intuitivement se comprend assez bien. Donc retenez 13% des séjours MCO. Si on fait la comparaison sur l'HAD, donc qui est un segment plus spécifique et beaucoup plus minoritaire, mais en fort développement, l'HAD, la patientèle de 80 ans et plus représente 26% de la patientèle et en SSR, c'est 37%. Vous voyez sur les taux de recours par classe d'âge que le recours à l'HAD augmente beaucoup à partir de 65 ans. On retrouve la même barrière tout à l'heure. En matière de SSR, le recours est stable selon les classes d'âge, mais comme la population de 80 ans et plus augmente plus rapidement, on a cet impact également sur le SSR qui est très fortement orienté personnes âgées, ce qui n'est pas forcément... c'est connu des professionnels, j'imagine, mais pas forcément très connu. Au total, et pour revenir sur le court séjour, actuellement, et sur la période 2009-2010, la croissance des classes d'âge 80 ans et plus représente pratiquement 50% de la croissance du volume économique, un petit peu moins pour le secteur XDG, qui est le plus important pour prendre en charge cette classe d'âge, un petit peu plus, nettement plus même pour le secteur XOQN, donc il rattrape le secteur XDG, et au total, on peut retenir que 50% de la croissance du volume économique en court séjour est liée à l'effet démographique des 80 ans et plus. Donc ça, c'était mon deuxième point. J'aborde maintenant les enjeux et perspectives des coopérations. Alors, je vous propose de le faire avec quelques thèmes, quelques réflexions. Donc, le parcours de soins et coopération. Le discours du Premier ministre sur la stratégie nationale de santé propose de définir une médecine de parcours comme étant justement une médecine dans laquelle les professionnels se coordonnent étroitement autour du patient. Ceci renvoie aussi à la notion de pertinence des parcours, qui est un thème sur lequel l'ensemble des institutions qui s'intéressent à l'offre de soins travaillent également, sur la qualité et la fluidité du parcours, sachant que cela interroge aussi les outils de communication et de système d'information dont bénéficient les professionnels autour de ce parcours du patient. Donc j'évoquerai les futures expérimentations aux personnes âgées en risque de perte d'autonomie. La DGOS, depuis plusieurs années, travaille sur le modèle de financement de l'HAD et du SSR. Les modèles sont un petit peu anciens et on verra ce qu'il en est en termes de perspective. Pour moi, les coopérations entre professionnels, c'est aussi un aspect de formation qui est extrêmement important, donc formation initiale ou formation continue. Il y a également le déploiement des protocoles de coopération basés sur l'article 51 de la loi HPST, qui sont maintenant relativement déployés en région, une vingtaine de protocoles dans 13 régions. J'y reviendrai, et on arrive au stade où on va pouvoir disposer, après avis favorable de l'HAS, de protocoles nationaux, d'abord dans la filière ophtalmologie, puis dans d'autres filières, et qui permettront de récupérer du temps des professionnels les plus qualifiés et de développer ces coopérations sous une forme nouvelle entre professionnels de santé.
Enfin, je dirais un mot également du pacte territoire santé qu'a lancé la ministre Marisol Touraine, qui promeut aussi les structures d'exercice coordonné, donc des formes nouvelles de coopération entre professionnels. Alors, sur le terme de la pertinence, d'abord, qui est un thème fondamental de la stratégie nationale de santé, c'est un thème qui n'est pas simple. J'ai dit que de nombreuses institutions y travaillaient. Pour l'instant, ce qui est disponible, ce qui est diffusé, ce sont des guides, essentiellement des outils HAS ou des outils dans le cadre de la gestion des risques qui permettent de mieux repérer la pertinence des soins. Un point sur lequel a été bâti récemment un consensus, c'est celui de l'incitation à la qualité, qui est en cours de test dès 2013 en lien avec l'ensemble des fédérations sur un échantillon d'à peu près 200 établissements. Donc une expérimentation qui s'appelle IFAQ, incitation financière à la qualité. Il me paraît intéressant de noter que les indicateurs qui ont été retenus par consensus avec les scientifiques, notamment Étienne Mainviel, qui coordonne le conseil scientifique, et les professionnels, sont précisément pour moi des indicateurs de la bonne coopération entre professionnels autour du parcours du patient, puisque, je cite les indicateurs HAS, tenue du dossier patient, délai d'envoi du courrier de fin d'hospitalisation, c'est évidemment fondamental. Plus ce courrier de fin d'hospitalisation est adressé rapidement au médecin traitant, et meilleure peut être la prise en charge. On retrouve également des indicateurs de qualité comme la traçabilité de l'évaluation de la douleur ou le dépistage des troubles nutritionnels, des choses relatives aux infections nosocomiales, et enfin un indicateur de certification. Donc on commence à faire le lien entre qualité et certification, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, voire financement. Et il s'agit donc des prises en charge exigibles prioritaires, selon la terminologie HAS bien connue, la PEP, sur la prise en charge des urgences, bon, thème qu'on va retrouver évidemment et qui est un point d'organisation clé dans les établissements. Alors, ce thème de la fluidité du parcours, je le commente un petit peu. Ça veut dire aussi qu'il faut avoir la préoccupation, alors pas uniquement ambulatoire, enfin, la préoccupation du retour à domicile, comme les Québécois en particulier, c'est-à-dire penser la préparation au retour à domicile ou à la sortie dès l'entrée, qu'elle soit programmée ou non, comme le font de façon beaucoup plus régulière que nous, en particulier nos amis québécois et les professionnels québécois. Évidemment, développer les prises en charge ambulatoires, ça permet de réorganiser l'offre de soins, de dégager des marges de manœuvre et de garder de la place pour les hospitalisations qui sont nécessaires et pertinentes. Donc, comme je l'ai déjà évoqué, ça concerne chirurgie, médecine et HAD. Nous avons un thème de travail en cours actuellement avec l'ANAP qui est basé sur le retour d'expérience qu'ils ont d'une demi-douzaine de contrats performance où ils ont proposé aux établissements, sur la base de certaines expériences françaises, notamment l'hôpital Saint-Joseph à Paris, si ma mémoire est bonne, de créer une fonction et un outil de gestion des lits. L'expérience, encore limitée, mais intéressante, montre que ceci permet de faciliter les prises en charge, que ça a l'air évident comme ça, mais que quand cette fonction est mieux assurée et mieux outillée, elle permet de gérer les séjours des patients, qu'il s'agisse de besoins d'hospitalisation en post-urgence ou au contraire en programmé. Et donc ce thème fait partie du programme de travail de l'ANAP pour 2013 et sera déployé à partir de 2013 dans l'idée justement de faciliter la gestion des lits et les parcours patients, encore une fois, post-urgence ou non. Un dernier commentaire sur ce thème de la fluidité du parcours, c'est que les réseaux et les équipes mobiles, notamment de gériatrie, qui ont eu aussi pour mission dans les années récentes, et avec succès, d'éviter le passage aux urgences des personnes âgées, c'est une thématique, une bonne pratique d'organisation que l'on retrouvera évidemment
derrière cette question des filières personnes âgées. Alors justement, le travail très approfondi qui a été fait sous l'égide de Dominique Libaud pour ces expérimentations PAERPA avait un volet système d'information et qui a montré que pour que ces expérimentations soient les plus efficaces, il était nécessaire pour les professionnels du territoire concerné ou de la région de disposer de référentiels communs, c'est-à-dire en fait d'annuaires des professionnels fiables, à jour, d'une messagerie sécurisée, même commentaire, et d'outils facilitant les demandes d'entrée, soit en SSR, soit maintenant en HAD ou en EHPAD, qui se développent sur l'ensemble du territoire et qui sont quasiment généralisés maintenant sur le territoire. L'outil le plus connu s'appelle Trajectoire, mais il y en a d'autres, et ils ont la même fonction qui est celle de simplifier les demandes d'entrée en aval du court séjour. Juste un commentaire de professionnels, c'est que les pratiques d'organisation ou culturelles entre professionnels, y compris médicaux, butent parfois sur des difficultés de communication qui sont, ou plus exactement, certains établissements ont mis en place des lignes professionnelles dédiées qui permettent plus facilement aux médecins traitants de recueillir des avis seniorisés, de joindre les équipes mobiles. Le retour d'expérience, c'est que ces organisations qui sont encore insuffisamment nombreuses sont pertinentes et efficaces. Et alors après, d'autres formes d'organisation peuvent exister sous forme de plateformes de coordination, H24 ou non. On peut penser aussi à l'HAD d'ailleurs. Et il en existe également dans le domaine des maladies rares, par exemple dans la région Pays de Loire. Mais bon, on trouve donc le professionnel et son besoin de communication, y compris entre professionnels, très vite derrière ces problèmes d'organisation. Les enjeux de coopération, tels que proposés pour les expérimentations PAERPA, c'est beaucoup de la coordination de cas complexes, comme vous le savez, avec deux idées complémentaires qui ont été développées, qui sont à la fois pour la patientèle, pour les personnes qui justement sont en risque de perte d'autonomie, avoir des outils gériatriques, notamment ceux développés par le Gérontopole de Toulouse, pour que le médecin généraliste puisse plus facilement dépister ces personnes à risque et les maintenir à domicile, d'une part. Et puis d'autre part, il y a le caractère adapté de la prise en charge en gérontologie, de façon ou des personnes âgées plus globalement dans les établissements, qui vise à prévenir les événements indésirables en matière de médicaments, de nutrition, d'escarres ou d'infections nosocomiales, et qui là aussi, dans les propositions du professeur Bruno Velas du Cancéropole de Toulouse, ou de Dominique Libaud, reposerait essentiellement sur les équipes mobiles de gériatrie pour développer cette culture gériatrique dans le reste des établissements et pas uniquement dans les services de gériatrie. Un petit mot sur HAD et SSR. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que ces modèles de financement étaient relativement anciens, donc ils ont besoin d'être modernisés. Nous y travaillons avec la TIH. Il nous semble que, alors, c'est deux modèles tout à fait complémentaires au-delà de leur orientation personnes âgées que j'ai évoquée. L'HAD est un modèle évidemment tout à fait emblématique parce que particulièrement transversal. Il est centré sur le domicile. Parmi les outils de maintien à domicile, il y a aussi le SIAD. Il concerne les établissements de tout statut. Donc ça nous paraît un modèle intéressant. Et ce que souhaite le ministère, c'est poursuivre la dynamique du développement de l'hospitalisation à domicile en France, en la positionnant de façon totalement pertinente. Pour le SSR, le graphique indique juste la tendance. La capacité de SSR ne rejoint pas la capacité de MCO, parce qu'il y a deux échelles différentes. Mais il y a un fort développement de la capacité de SSR et une
une légère baisse de la capacité de MCO. Là aussi, le modèle SSR, en ce qu'il implique la rééducation, les professionnels libéraux, nous paraît un modèle tout à fait intéressant. Enfin, et j'en aurais presque terminé, j'ai évoqué tout à l'heure donc, le dispositif de coopération qui existe qui s'est pas mal développé depuis 2009, qu'on appelait autrefois transfert de compétences, essentiellement entre professeurs médicaux et paramédicaux. Donc 20 protocoles ont été autorisés par les ARS et l'HAS dans 13 régions, dont un tiers concerne des professionnels libéraux et la ville. Donc nous voyons arriver, nous avons bon espoir de mettre en œuvre en 2013 sur l'ensemble du territoire, compte tenu des avis favorables de la HAS qui ont été donnés, notamment dans le domaine de l'ophtalmologie, dépistage de la rétinopathie et adaptation des verres correcteurs. Et puis, il y a d'autres protocoles à venir sur le sujet âgé, justement, et sur la cancérologie, mais qui n'ont pas encore été approuvés par la Haute Autorité de Santé. L'aspect de formation initiale qui me paraît important de souligner pour faciliter la coopération entre professionnels, c'est évidemment ce qu'on appelle l'universitarisation des professions, c'est-à-dire l'inscription des formations initiales en santé dans le schéma licence, master, doctorat. Donc on voit bien, quelles que soient les filières de sélection qui existent et qui doivent conserver la part des sciences humaines et sociales ou économiques dans les recrutements, que des formations qui sont plus proches et plus évolutives permettent de donner une culture commune à l'ensemble des professionnels de santé. À terme, cela peut évoluer vers une licence santé qui recruterait sur différentes première année commune d'études de santé, biologie, activité physique et sportive ou rééducation, comme c'est le cas actuellement pour les métiers de rééducation. Évidemment, en termes de formation continue, le DPC sera un outil pour renforcer la coopération entre professionnels et à terme, comme cela a été proposé par certains rapports, d'évolution vers des nouveaux métiers quand c'est pertinent. Voilà, donc je voulais vous présenter brièvement ce matin ces thèmes de réflexion qui ne sont pas entièrement nouveaux, mais que nous essayons de revisiter en attendant les orientations de la stratégie nationale de santé, les coopérations entre professionnels comme structuration du parcours, ce qui suppose beaucoup d'études médico-économiques et une modélisation de certains parcours. Cette thématique du vieillissement qui ne fait qu'être devant nous et qui va transformer, enfin plus exactement, qui nécessite une transformation de nos modes de prise en charge pour s'adapter à cette évolution naturelle de la population et de la patientèle. Et puis, donc, là aussi, cette exigence ancienne, mais profondément réorganisatrice du développement de l'ambulatoire sous toutes ses formes, qui est aussi une des conditions de la fluidité et de la pertinence du parcours, sachant que la stratégie nationale de santé veut promouvoir les formes les plus adaptées et les plus pertinentes de parcours. Et donc, on peut penser que ceci s'inscrit aussi en lien avec cette stratégie nationale de santé. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à me prêter au jeu des questions-réponses. Tu nous avais annoncé dans ton titre que tu parlerais de questions de financement. Je vais peut-être t'en poser une, en fait. Mais il y a deux choses. Toutes ces réorganisations, finalement, visent à améliorer l'efficience du système de santé. Soit en améliorant la prise en charge, c'est-à-dire finalement en améliorant le résultat de la prise en charge des patients d'un côté, mais aussi éventuellement en faisant des gains d'efficience au sens de minimisation de coûts.
comment, dans un système où finalement il y a du shift en fait, de ressources de l'ambulatoire de l'hôpital éventuellement vers l'ambulatoire ou de l'hôpital MCO vers le SSR, le HAD, comment au fond cette redistribution des ressources peut-elle être rendue possible dans le système actuel? Est-ce que du coup effectivement par exemple la marge de manœuvre des ARS au niveau de la fongibilité des enveloppes, c'est quelque chose qui est évoqué et qui va être utilisé? La deuxième chose, c'est évidemment une question un peu organisationnelle. Est-ce que les modèles dont tu parles avec effectivement le développement pas mal de prise en charge sur la base de protocoles, donc avec au fond une espèce de cahier des charges pour les professionnels sur la façon de travailler, est-ce que ça veut dire qu'on va développer une forme d'action contractualisée plus systématique des ARS avec les professionnels, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'on peut envisager éventuellement, puisqu'on est sur les territoires de santé, qui est la possibilité de créer, pour éviter justement des problèmes de qui est l'intégrateur, qu'on puisse éventuellement créer des groupements de coopération sanitaire transversaux, c'est-à-dire mélangeant ambulatoire et hôpital. Alors je fais un peu de science-fiction, là, ou de politique-fiction, mais je voulais avoir ton avis un peu là-dessus. Oui, les agences régionales de santé sont les mieux placées sur le terrain pour faire évoluer l'offre de soins. Elles ont effectivement des outils qui sont de plus en plus à leur main et à leur marge de manœuvre. L'idée, c'est effectivement de favoriser à chaque fois les modes de prise en charge qui soient les plus pertinents, l'ambulatoire quand ça peut être ambulatoire, enfin l'ambulatoire soins externes j'entends, après le SSR, l'HAD ou l'hôpital de jour ou les chirurgies ambulatoires quand c'est pertinent. Très clairement, il peut, enfin je veux dire, si l'organisation des soins et l'offre de soins évoluent dans ce sens, on peut penser que ça accroît effectivement la pertinence, y compris en termes de qualité et de sécurité pour le patient. Ta deuxième question est beaucoup plus prospective. La réflexion est ouverte pour l'instant et elle ne va probablement pas aussi loin que tu l'évoques, mais il serait intéressant de comparer les expériences internationales et de voir quels enseignements on peut tirer de ce type d'expérience dans d'autres pays que le nôtre. Deux petites remarques. Vous avez parlé d'HAD et pas de maintien à domicile. C'est la terminologie des libéraux. Petite nuance sémantique, mais qui recouvre peut-être beaucoup de malentendus. D'autre part, vous avez dit que, l'HAD fonctionnait beaucoup avec les médecins libéraux. On entend beaucoup de médecins libéraux se plaindre de mal travailler encore aujourd'hui dans le système d'HAD, voire d'en être exclus. Et enfin, dernière question, par rapport à l'offre ambulatoire, il y a un problème d'offre vraie, puisque vous savez que la difficulté de recrutement des travailleurs sociaux, la non prise en charge de certains actes, rend difficile finalement ce passage en ambulatoire. Concrètement, est-ce que vous ne pensez pas que pour faire bouger radicalement les choses, il faudrait changer les mentalités et changer quelques modes de prise en charge? Alors, vous avez tout à fait raison. La thématique du maintien à domicile est beaucoup plus large que celle de l'hospitalisation à domicile, qui est un segment bien particulier, assuré par des établissements de tout statut, soit autonomes, soit adossés à des établissements d'hospitalisation complète. Donc oui, je pense qu'on a besoin de réinterroger des modes de prise en charge et des coopérations peut-être insuffisantes pour aller davantage, encore une fois, restituer en particulier à la ville ce qui lui appartient le plus naturellement et ce qu'elle peut faire de façon pertinente. Olivier Sibois, je suis gérant de Customer et on est spécialiste en fait sur tout ce qui est analyse hospitalière. J'avais une question sur l'équilibre des comptes. En réalité, dans tout ce que vous venez de présenter, on a parlé de l'ambulatoire, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de choses, c'est-à-dire de mettre à la ville ou dans du très court séjour, tout un tas de prises en charge aujourd'hui qui sont encore faites à l'hôpital, dans des logiques classiques. Comment est-ce qu'on va équilibrer en fait les budgets des hôpitaux si effectivement on a toute une série en fait de prises en charge qui sont faites à l'extérieur de l'hôpital? Comment est-ce qu'on va faire effectivement pour arriver à des équilibres d'établissements qui aujourd'hui, pour une bonne partie d'entre eux, commencent à avoir des comptes qui sont un petit peu plus confortables en rentrant effectivement dans cette logique-là? Écoutez, je crois que les établissements, quels qu'ils soient, ont toujours fait preuve d'adaptation. Donc
le modèle de financement permet, dès lors que une prise en charge est faite en ville, pour reprendre l'exemple cité, si l'organisation de l'établissement ne change pas, il a justement une place pertinente pour prendre un autre patient. C'est une des vertus ou un des avantages du modèle de financement actuel. Donc, vous évoquez l'amélioration de la situation globale des établissements, dont on espère qu'elle va se prolonger. Je crois que effectivement, les établissements ont, a fortiori avec le mode de financement actuel, et quelles que soient ses évolutions, une capacité d'adaptation qui doit aller dans le sens de la pertinence. Ça fait aucun doute. Tu as raison de dire qu'en fait, il y a une partie de compensation qui est liée à l'augmentation, on pourrait dire, naturelle de l'activité hospitalière avec la démographie. Il restera une activité traditionnelle. Mais quelque part, est-ce qu'il ne va pas y avoir quand même des opérations de restructuration, une diminution de capacité hospitalière malgré tout? C'est quand même ça l'enjeu. Si on veut transférer de l'activité hospitalière classique vers de l'activité moins lourde, on a bien, d'une certaine façon, on part bien de l'idée qu'il y aura une surcapacité hospitalière aujourd'hui qu'il faut résorber. Oui, alors ces restructurations, ces évolutions ont toujours existé. Hein. Je montrais tout à l'heure, il y avait deux courbes, hein, la courbe des capacités de MCO, justement, la courbe des capacités de SSR qui sont développées dans le cadre des nouvelles procédures d'autorisation. Donc ce mouvement et puis en plus, il y a tout le qualitatif au sein d'une capacité donnée. Beaucoup a été fait pour moderniser les établissements, leur hôtellerie, leur organisation, leur fonction support. Ce mouvement va continuer à perdurer puisque les hôpitaux ont encore certains besoins de modernisation. Dès lors que l'objectif capacitaire est déterminé par l'ARS et validé par les pouvoirs publics en fonction des besoins de la population sur un territoire donné, naturellement, il y aura poursuite d'évolution et de restructuration. D'ailleurs, c'est la condition aussi pour continuer d'avoir des unités plus accueillantes, aux normes, etc., etc. Chaque fois qu'il y a réorganisation d'unités, ça se fait en tenant compte des évolutions que je vous ai rappelées, c'est-à-dire le grand mouvement vers l'ambulatoire, la pertinence, etc. Quand on parle de budget d'un hôpital, est-ce que la plus grande part représente les salaires des équipes hospitalières ou bien l'aspect murs, lits, entretien, etc. Parce que je me dis que finalement, en ville, les médecins généralistes, enfin, on a tous des expériences personnelles, s'en sortent assez mal. Quand on a une personne vieillissante, quand on parle de gériatrie, ils ne sont pas suffisamment formés. Et donc moi, je pensais qu'il y avait un transfert d'équipes mobiles, par exemple pour la gériatrie ou pour le palliatif, parce qu'on n'a pas trop parlé du palliatif, mais enfin, c'est quand même un point important. Alors, je voulais juste comprendre un petit peu mieux ce transfert dont vous parlez, monsieur. Est-ce que c'est un transfert de salaires qui pourraient être déplacés en ville pour aider les médecins généralistes, par exemple, ou bien est-ce qu'on perd de l'argent parce que les lits ne sont pas occupés? Enfin, pour être un peu trivial, excusez-moi. Pour répondre à votre question, d'abord, constat basique, 65% à peu près des budgets hospitaliers sont la masse salariale médicale et non médicale, 20% pour le médicament et 15% pour les fonctions hôtelières et patrimoniales ou financières, on va dire ça comme ça. Gérard a évoqué tout à l'heure les marges de manœuvre des agences. Hein. Elles permettent de réorienter des financements vers des modes plus ville, ambulatoire ou médico-social, hein, qu'il ne faut pas oublier, dont leur déploiement est tout à fait vers le médico-social est tout à fait important et essentiel. C'est souvent ça d'ailleurs qui bloque des parcours de patients par insuffisance de services. Alors après, les professionnels libéraux, je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure, monsieur, sur l'HAD. La particularité de l'HAD, c'est effectivement de s'appuyer toujours sur le médecin traitant et de pouvoir faire intervenir des professionnels libéraux au domicile. Donc
Bon, je pense que c'est une forme, le développement de cette forme, parmi d'autres, est relativement récent et donc il est encore mal connu de certains professionnels. Donc un des enjeux qu'on a identifié, c'est effectivement de mieux faire connaître comment ça peut marcher, et comment en particulier les professionnels libéraux, médecins ou infirmières peuvent intervenir dans ce cadre-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que les équipes mobiles, il y a effectivement des expérimentations d'équipes mobiles de gériatrie qui peuvent apporter des soutiens. Il y a des réseaux qui marchent bien, notamment en matière de soins palliatifs. Il y a déjà actuellement, et ça va certainement se développer dans le cadre de la stratégie nationale de santé, des modalités d'intervention coordonnées et multiples qui permettent d'aller dans le sens que vous évoquez. Après, les voies concrètes sont sûrement pas aussi simples que celles que vous avez évoquées, mais l'idée, un petit peu ce que je répondais à l'instant, c'est que dès lors que les financements sont pas totalement figés, enfin en tout cas beaucoup moins figés qu'ils ne l'étaient du temps du budget global, pour parler clair, et qu'il y a des capacités, une dynamique d'évolution et de réorganisation dans l'ensemble des secteurs. D'ailleurs, le secteur de la ville évolue beaucoup, il évolue vers les structures d'exercice coordonnées, il y a la thématique des zones sous-denses et du pacte territoire-santé, où manifestement, avec le mouvement très dynamique des maisons et pôles de santé, il y a plein de choses qui se passent. C'est encore une forme d'organisation qui est relativement marginale dans notre système de santé, mais elle se développe assez vite, et puis elle fait changer aussi les modes d'organisation. Donc voilà, je crois que l'ensemble des professionnels, et c'est l'idée de la coopération, doivent avant tout, et c'est leur devoir premier, coopérer autour du patient, dans l'intérêt du patient et avec un parcours efficace et pertinent. Ça interroge clairement tout le monde, dans tous les secteurs, et il y a des évolutions qui sont largement devant nous, qui vont certainement être renforcées par les réflexions qui sont en cours. Voilà. Michel, Annie Chicoy à l'ESSEC. Vous avez évoqué l'intégration dans le dispositif LMD de la formation initiale des professionnels de santé, en mettant à part les médecins, et en particulier le tronc commun de licence santé. D'abord, ça paraît une bonne façon pour permettre aux différents métiers de la santé de mieux se connaître. Absolument. Donc ça, je trouve que c'est une démarche qui est tout à fait intéressante. Et puis, par contre, pourriez-vous nous parler un petit peu plus de ce que vous avez évoqué en termes de nouveaux métiers ? S'agit-il de gestion de cas, enfin case manager à l'anglo-saxonne, de déploiement de télémédecine, de gestion de structures coordonnées? Quels sont ces nouveaux métiers? Oui, vous en avez cité certains. Ça fait partie des propositions du dernier rapport de M. Berland-Hénard sur le sujet. Donc ça fait partie des propositions qui sont en cours d'étude. Mais effectivement, il y a des domaines aussi bien en cancérologie qu'en gériatrie où il y a des propositions de nouveaux métiers dans ce sens. Voilà, donc le ministère est en train d'étudier tout cela et de réfléchir à ce que pourraient être ces nouveaux métiers. C'est une réflexion qui est... Vous savez, la réflexion même sur la coopération, c'est une réflexion qui est longue, puisque les premières expérimentations Berland, ça date il y a, je pense, de mémoire, une dizaine d'années. Et vous voyez qu'on arrive seulement au stade des protocoles nationaux. Les nouveaux métiers, c'est une idée plus nouvelle, c'est une idée qui implique également le ministère de l'enseignement, éventuellement le ministère de l'enseignement supérieur, en tout cas l'appareil de formation. Donc c'est des réflexions au long cours quand même. Est-ce que je peux te reposer une question sur le thème de la pertinence des actes et des soins? L'opérateur principal, c'est l'AHS qui va éventuellement définir les critères de pertinence, mais l'opérateur principal de contrôle sera l'assurance maladie au niveau local. Donc ça rentrera dans ses fonctions, dans sa contribution de la gestion du risque, j'imagine. Ça en fait partie actuellement, mais je l'ai évoqué tout à l'heure. Derrière ce thème de la pertinence et de la gestion des risques, il y a une vraie action partenariale qui se met en place, puisqu'il y a plusieurs institutions qui contribuent en termes de recommandations et d'outils. Et puis surtout, l'idée ou
c'est que les agences régionales de santé puissent elles aussi se saisir de cela en termes d'incitation et d'animation vis-à-vis des professionnels. Voilà, je crois que ça concerne vraiment tout le monde et à tous les niveaux, au niveau régional, au niveau national. Pas uniquement l'assurance maladie, mais l'assurance maladie, effectivement, a une antériorité des outils tout à fait. L'exemple de la chirurgie ambulatoire est éclairant de ce point de vue-là, mais ce n'est pas le seul. Hein. C'est vraiment une action très partenariale. On a évoqué à un grand nombre de niveaux et de reprises une prestation dépendance, un financement de la dépendance, des éléments autour de cela qui me paraissaient hors du champ d'une réorganisation simplement entre l'hôpital et son financement et son budget, et puis l'extérieur. Où est-ce qu'on en est dans cette réflexion, dans cette éventuelle mise en place? Est-ce que les choses ont évolué? Comment ça se présente? Je vous avouerai que c'est un domaine que je connais moins, donc je peux difficilement vous répondre avec précision, mais je sais que la réflexion est en cours. Bon, c'est toute la... en termes de maintien à domicile et de développement du médico-social, c'est une réflexion qui est absolument fondamentale. Merci Jean-Pierre Roblet, directeur général délégué de l'ARS Nord-Pas-de-Calais. On voit bien à travers ce qui a été dit ce matin qu'on peut faire évoluer le système grâce à la tarification et à la coopération et à la contractualisation. Pour les établissements, on a un instrument puissant que sont les CPOM, les contrats d'objectifs et de moyens. Et donc on peut faire tout ce qui a été dit ce matin grâce à cela, avec quand même un manque de visibilité sur les perspectives de tarifs à terme. Donc on laisse les ARS et les établissements à une échéance d'1 an, mais on ne sait pas dire à un directeur d'établissement poursuivez dans le SSR ou de la HAD, parce que ça va vous rapporter quelque chose sur le plan budgétaire. Donc quid de cette visibilité à terme? La contractualisation maintenant vis-à-vis des libéraux, on voit bien qu'elle est nécessaire, mais elle n'est pas organisée. En tout cas au sein de l'État, peut-être plus au sein de l'assurance maladie via les conventions. Mais en région, on aurait besoin de contrats avec des libéraux. Ça serait l'aide à la prescription, ça serait la lutte contre la iatrogénie, ça serait des choses comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas de cadre légal. Donc, quid de ce cadre possible demain? Et enfin, on a beaucoup parlé des coopérations, et coopérations entre le public, le privé, l'ambulatoire et l'hospitalier. On voit bien qu'il y a un enjeu majeur et tout doit passer par ces relations interpersonnelles entre les professionnels de santé, et on a beaucoup de travail. Dans l'article 51, qui est une opportunité très importante, on a une limite qu'il faut quand même savoir, c'est que, ça a été dit, il n'y a que 30% des coopérations qui concernent des libéraux entre eux. L'hôpital a commencé ces coopérations depuis très longtemps. Hein. Elles sont officialisées aujourd'hui. Et c'est très intéressant que des libéraux s'organisent entre eux et prennent l'initiative de s'organiser entre eux. Donc on voit bien, grâce à l'HAS, que ça avance, il y a beaucoup de projets, mais à la fin des fins, on a un problème de tarif. C'est-à-dire que c'est l'ARS avec la nomenclature des actes qui a la clé de cette tarification. Et on dit gentiment aux ARS, vous l'appliquez peut-être, mais elle est difficilement applicable parce que ces initiatives, elles vont vers des forfaits, vers une répartition des actes qui est différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, quid de l'évolution de la tarification. Ça, c'est une question chaude. Je commence par la dernière partie de votre question. Pour les libéraux, c'est vrai que l'absence d'impact direct sur la CCAM ou la rémunération des professionnels libéraux est un peu freinatrice par rapport au développement des protocoles de coopération. Ceci dit, il y a quand même 2 outils actuellement qui sont les expérimentations de nouveaux modes de rémunération, qui sont tout à fait possibles et qui sont appliqués dans certains protocoles, et sur lesquels nous comptons bien nous appuyer. Par ailleurs, il ne faut quand même pas oublier trop vite que l'évolution de la CCAM, quand on a un bon dossier, qu'on arrive à convaincre, enfin,
les professionnels, arrivent à convaincre la CNAM, et je crois que dans le domaine de l'ophtalmologie, par exemple, il y a des actes qui vont être inscrits enfin, il y a des évolutions possibles de la nomenclature dès lors que les choses sont bien montées. Donc moi, je pense que les protocoles, ça va quand même alimenter tout ce fond et toute cette réflexion, et que ça facilitera l'inscription à la nomenclature. Ça aussi, c'est un mouvement de fond qui a les bases légales qui permettent de sortir de l'exercice illégal de la médecine ont été posées par la loi de 2009. Voilà, on franchit une étape en 2013. Je pense que ça ne fera que croître, embellir et déboucher sur d'autres directions qui ont été évoquées sous forme de nouveaux métiers. Pour revenir à votre question sur oui, la contractualisation, bien sûr, c'est un outil extrêmement important au niveau des agences régionales de santé. Je pense qu'on peut revivifier dans le sens que vous avez évoqué. Il y a des agences beaucoup d'agences qui sont dans cette dimension-là de la contractualisation. Alors, dans nos rêves les plus fous à tous, c'est vrai que donner de la stabilité aux acteurs, on le répète souvent. Inversement, le vote du Parlement sur l'ONDAM, il est quand même annuel, même s'il y a une prévision ou un triennal des finances publiques. Accessoirement, quand même, ce triennal, il donne quelques indications. Donc, voilà, je ne sais pas si les variations tarifaires sont si gênantes que cela même pour la contractualisation entre l'agence et les établissements. Il me semble que les choses sur lesquelles vous contractualisez sont des choses de fond et de long terme, notamment s'il y a une opération d'investissement qui est associée, ou même une action de fonds. Et je pense que c'est compatible avec les évolutions tarifaires et une meilleure lisibilité du modèle tarifaire sur lequel nous sommes en réflexion par ailleurs. Puis il y avait un dernier aspect de votre question. Oui, vous disiez... alors vis-à-vis des professionnels libéraux, je pense qu'il y a des modes d'action qui sont possibles. Je ne sais pas s'ils passent exclusivement par la contractualisation, mais par exemple travailler sur la sécurité du patient, sur les infections nosocomiales en ville, les chimiothérapies orales ou des choses comme ça. Nous, notre début d'expérience ou notre intuition, c'est que c'est des choses sur lesquelles on peut travailler avec les professionnels libéraux. Je ne suis pas tout à fait sûr. Enfin, je pense que les ARS peuvent développer des actions dans ce domaine, même s'il n'y a pas de vrai outil de contractualisation au sens classique que vous évoquez, type CAPI ou autre, ou si tant est que ça ne puisse pas y rentrer, ce que je ne sais d'ailleurs pas. Tu as évoqué effectivement la dimension rapide, système d'information, etc. Comment toute la dimension autour des modalités de rémunération de tout ce qui est télémédecine, télésurveillance, etc. avance en ce moment, puisque ça va devenir un élément et un outil essentiel en fait de la facilitation des opérations de coopération. Tu t'en as pour 1 heure. Je ne suis pas sûr, non. Effectivement, ça reste un petit peu compliqué. Bon, mais là aussi, je crois que par discussion avec la CNAM, on commence à avoir des... Je veux dire, il faut alimenter ces réflexions. Donc, je veux dire, tout ce qui est... Il y a un chantier dessus spécifique, effectivement, pour avancer sur ces questions. Oui, bien sûr. Et puis, bon, les outils de télémédecine sont quand même de plus en plus intégrés dans les pratiques maintenant. Bon, est-ce que ces outils peuvent aller jusqu'à des éléments de rémunération ou de CCAM? Bon, ça arrive quand même parfois, et je pense que quand les expériences sont pertinentes, elles peuvent aussi, avec l'aide de la CNAM, déboucher sur des actions de ce type-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Gérard, pour dire que ça manque actuellement, mais bon, c'est encore en devenir. Merci beaucoup au nom de tout le monde. Et surtout pas que...